Et coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture puisque j'ai pas mal de choses à vous présenter depuis la dernière fois. J'ai 5 bouquins. J'ai un bouquin en cours dans lequel j'ai bien avancé, donc je vais vous en parler un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter? Il y a du thriller, de l'horrifique, du contemporain. On y va. Comme d'habitude, je vais commencer par ce que j'ai le moins aimé pour aller vers ce que j'ai préféré, bien sûr. Donc la déception du mois, enfin de ce début février, c'est Celle qui pleurait sous l'eau de Nico Takian, publié au livre de poche. Alors, vous le savez peut-être ou pas, dans ce cas-là, je vous le redis, je fais partie du prix du jury du livre de poche, j'allais dire dans la collection polar, mais dans la catégorie polar. Et donc on a reçu 2 premiers bouquins qu'on doit lire avant le 26 février, et on doit voter. Donc on a reçu celui-ci, et on a reçu Tache Rousse de Morgane Montoriol, je crois, que j'avais lu l'année dernière en grand format chez Albin Michel. Donc je n'avais que celui-ci à lire, puisque je n'allais pas relire Tache Rousse, que je n'avais pas aimé, entre l'eau. Celui-ci, donc Celle qui pleurait sous l'eau, c'est un 3e tome, puisqu'il s'agit du 3e tome des enquêtes de Tomar Khan, qui est un personnage donc récurrent chez Nico Takian. J'ai le 1er tome dans ma palle que je n'ai jamais sorti, et que je ne sortirai pas, en fait, parce que, grosse déception, je n'ai pas du tout aimé ce livre. Alors, heureusement il était court, il fait moins de 300 pages, il en fait 280. On va suivre donc Tomar, qui est enquêteur à la brigade 36, quai des Orfèvres, qui n'est plus au 36 quai des Orfèvres à Paris, mais qui a déménagé un peu, j'ai l'impression, un peu en banlieue, d'après ce que j'ai compris. Bref, on va le suivre avec sa brigade, et en fait ils enquêtent. Un jour ils sont appelés par un mec qui bosse à la piscine municipale, dans une piscine municipale à Paris, puisqu'on retrouve le cadavre d'une fille qui s'est tranché les veines et qui s'est jetée dans la piscine. Voilà. Suicide, meurtre, bon, tout conclut à un suicide. Et il y a une des enquêtrices qui s'appelle Rhonda, qui est persuadée que cette jeune femme qui s'est suicidée ne s'est pas véritablement suicidée. En tout cas elle a un doute, et en fait elle va enquêter, elle va se rendre compte que cette fille était sous l'influence d'un homme. Voilà, d'un pervers narcissique en gros. Donc on va avoir d'un côté cette intrigue qui ne m'a pas passionnée du tout, parce qu'en fait c'est un suicide. Donc ouais, c'est très triste, c'est horrible, mais il n'y a pas d'enquête, enfin il n'y a pas de... Enfin vous voyez quoi, voilà, il n'y avait pas de suspense. Et de l'autre côté, Tomar Khan, il est mis de côté parce qu'en fait, il y a des soupçons qui pèsent sur lui. Il est soupçonné d'avoir assassiné un ancien, vous savez, comment on appelle ça, les bœufs carottes, ceux qui enquêtent sur les flics, au sein des flics. Il a été retrouvé assassiné, et Tomar Khan, il y avait une enquête qui pesait sur lui, machin, donc ce serait peut-être lui qui l'aurait assassiné, surtout qu'on l'a vu dans le quartier du type quelques heures avant. Bref, donc Tomar Khan, en gros, il doit savoir qui a commis cet assassinat, donc il va travailler pour sa pomme, de manière très égoïste. Voilà. Et bah... qu'est-ce que je peux vous dire pour vous convaincre? Rien, parce que il n'y a pas de profondeur, c'est hyper simpliste, c'est cousu de fil blanc. La fin, elle est expédiée, mais les 2 intrigues sont expédiées, mais en 2 coups de cuillère, de poids cuillère, c'est ça cette expression, je ne me rappelle plus. Bref, je me suis dit, mais c'est simpliste, c'est même pas simple, c'est simpliste. Les personnages, bon, bref, c'est un peu du revu, enfin je les ai pas trouvés exceptionnels, j'avais déjà vu ça dans d'autres polars. Voilà, ça m'a pas du tout tenu en haleine. Alors le seul point positif, c'est qu'on a des chapitres ultra courts, qui font à chaque fois 4-5 pages, donc du coup, c'est vrai qu'on avance très vite dans l'histoire et qu'on ne s'ennuie pas de ce côté-là, parce que, bah voilà, on enchaîne les chapitres. Mais heureusement qu'il était court en fait, parce que franchement, aucun intérêt, ça ne m'a pas plu du tout, donc j'en suis la première désolée. Voilà pour celui-ci, qui était ma déception. Ensuite, je vais vous parler à nouveau d'un polar, donc là, c'est beaucoup mieux, puisque j'ai lu Dans l'ombre du loup de Olivier Merle, et c'est chez XO Éditions. Alors, je vous en avais parlé un petit peu la fois dernière, en fin de vidéo, pour vous dire que c'était ma lecture en cours. Je l'ai terminée depuis.
Alors ici pour le coup on est dans un polar qui est très bien ficelé. Alors attention, simplement c'est un polar très classique. Si vous cherchez quelque chose de complètement détonnant, d'excentrique, passez votre chemin, ce ne sera pas fait pour vous. Par contre si vous voulez un bon polar bien, pour le coup, bien ficelé, avec une intrigue qui tient la route, celui-ci je peux vous le conseiller. Donc on va suivre, donc on est à Rennes et on va suivre l'officier de police Hubert Grimm. Qui s'occupe un peu de la rubrique des chiens écrasés quoi. Il n'a pas grand chose à faire de ses journées, s'ennuie un peu avec sa brigade. Et un jour, il y a un type assez détestable qui est notable dans la ville. Alors il est notable parce qu'il a une très grosse maison, une grosse voiture, il est très riche, il dirige une entreprise. Et en fait ce type vient le voir à la brigade parce qu'il a reçu des lettres de menaces, il reçoit aussi des coups de téléphone anonymes. Donc Hubert Grimm, son chef, lui colle cette enquête sur les épaules. Bon, ça le passionne pas, c'est vrai que nous non plus ça nous passionne pas, hein, on va pas se mentir, des lettres anonymes et des coups de fil à minuit, on a vu pire. Donc ça c'est les 150 premières pages je dirais où l'auteur va vraiment classer son personnage, son ambiance. On n'est pas à Paris, on est à Rennes, donc déjà ça change je trouve et ça fait du bien de s'éloigner un peu de la capitale, n'est-ce pas ? On a le portrait d'Hubert Grimm qui est un personnage qui a des obsessions très spéciales que je n'avais jamais vues jusque-là. Il va souvent voir son psy, on suit ses échanges avec son psy, etc. Ça c'est très intéressant. Et à partir de 150 pages, il y a un élément déclencheur. Je vous le donne parce qu'il est dans la 4e de couverture, donc je ne vous divulgage rien. En fait, il va, donc le fameux personnage notable qui s'appelle Kerdega, sort sur le palier et il trouve les sacs poubelles avec un corps donc tronçonné, il manque la tête. Donc là on se dit que en fait les lettres anonymes et les coups de fil, le corbeau là qui s'amuse, c'est peut-être plus qu'un corbeau, c'est peut-être un serial killer, en tout cas c'est un assassin. Qu'a fait Kerdega pour mériter ça? Il semble traîner certaines casseroles. Et donc à partir de là l'enquête va vraiment prendre, vous l'imaginez bien, une toute autre tournure. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était amené. Alors, il n'y a rien de fou dans cette intrigue. Ça reste quand même très linéaire, très ordinaire, très classique, je vous le répète. Mais c'est bien mené. On glisse un petit peu vers l'ésotérisme. Moi, j'aurais aimé d'ailleurs que ça glisse un petit peu plus loin vers l'ésotérisme, mais c'était pas mal. Je vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous gâcher les choses. On va côtoyer des clubs échangistes, voilà, ça c'est drôle. On va se retrouver dans des endroits un peu louches. C'était pas mal. Les personnages sont bien esquissés, notamment le personnage de la flic. Je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui bosse avec Hubert Grimm, j'ai oublié, mais c'était chouette. Hermeline, ouais, c'est ça, elle a un prénom médiéval, Hermeline. J'ai trouvé que c'était bien esquissé, les personnages sont bien construits. Voilà, si vous avez envie d'un polar bien construit, classique, vous pouvez y aller, il fait bien le job. Alors moi il n'y a que la fin où je trouvais que c'était quand même un peu, pas facile, mais un peu tiré par les cheveux. J'aurais préféré un truc peut-être un peu plus punchy, avec peut-être un retournement de situation, je trouvais que c'était un peu dommage. Mais c'est bien parce qu'on oscille vraiment entre l'enquête classique, il y a des trucs vraiment très glauques, je pense à une scène où franchement, ouais, j'aurais pas aimé être à la place du type. Très intéressant. Donc c'est un auteur que je ne connaissais pas, je pense que je le suivrai dorénavant et je vous le conseille si vous voulez un polar classique et efficace. Alors ensuite, tiens, je vais encore rester dans la veine un peu sombre, un peu noire, puisque je change complètement de style, mais je vais vous parler de l'horreur de Kill Creek, c'est Scott Thomas, c'est publié chez Bragelonne. Alors c'est dans leur collection Terreur. Je l'avais demandé en service de presse. Alors, je vais poser les choses tout de suite. Ce livre ne m'a pas, malgré le fait qu'il soit estampillé Terreur, il ne m'a pas fait peur du tout. Et bien heureusement parce que moi, je peux vraiment vite être une flippée quand je lis un bouquin comme ça le soir sous ma couette. Je peux vraiment vite avoir peur, me faire peur. Donc ça peut être un aspect négatif. Si vous cherchez quelque chose de terrifiant du style, par exemple moi j'ai eu Shining m'a vraiment foutu les chocottes. Si vous cherchez quelque chose du style Shining, passez votre chemin, vous allez être déçus. En revanche, si vous cherchez un roman un peu d'ambiance, à l'atmosphère, avec un peu fantomatique, vous n'avez pas trop envie d'avoir peur, je pense que ça peut le faire. Il y a une très très grosse mise en place de la part de l'auteur au niveau des personnages, je tiens à vous le dire parce que la maison hantée, parce que ça va parler d'une maison hantée, arrive très très tard dans le bouquin. Il y a 4 parties et c'est pour vous dire que la maison hantée n'arrive que dans la 2e partie. Donc
Il faut passer au moins 150 pages pour se retrouver dans cette maison hantée. Alors ça parle de quoi? En fait, vous avez un mania de la presse internet qui a un nom que je ne vais pas oser prononcer parce que c'est une horreur, qui, pour alimenter son site internet, il propose à 4 auteurs américains de romans d'horreur de passer une nuit, enfin de passer une nuit dans une maison hantée, la fameuse maison hantée de Kill Creek. Donc on le sait au début parce que vous avez un petit prologue qui vous dit pourquoi cette maison est hantée, mais je vous laisse découvrir, je ne veux pas vous gâcher les choses. Et donc, sous couvert de faire une interview, il trouve ça rigolo d'interviewer ces 4 écrivains d'horreur dans cette maison. Alors, je vous dis que la mise en place est très longue parce qu'en fait, on va suivre notamment 2 de ces écrivains d'horreur. On va suivre... C'est affreux parce que j'oublie tout. Alors, on va suivre un type qui s'appelle Sam. Donc, on va suivre Sam qui donne des cours à la fac, notamment, et qui, lui, efface... un peu à la page blanche. Alors il a eu beaucoup de succès, il écrit des livres d'horreur, des livres un peu terrifiants, et en fait il a un peu le syndrome de la page blanche, rien ne va dans sa vie, il s'est séparé de sa copine, bon, il n'est pas dans un très bon mood. On va suivre également de très près une autrice qui s'appelle, alors on a son nom de famille, c'est Moore. Elle écrit des bouquins d'horreur qui mêlent sexe, violence, horreur la plus gore, et ça marche du tonnerre. On va les suivre au début, vraiment, on va suivre leur façon de faire, leur façon d'écrire. On va suivre un petit peu aussi Sébastien Cole. Sébastien Cole, il incarne vraiment alors il a 70 ans, donc il est beaucoup plus âgé que les autres. Il incarne un peu le maître de l'horreur, le Stephen King, voilà, qui vient s'interposer, le master là au milieu des petits jeunes. Et on va suivre, le dernier c'est Daniel, qui lui, alors j'ai pas très bien compris, mais bon c'est typiquement américain ça, il écrit des romans d'horreur destinés à un public plutôt chrétien. Donc en gros c'est le bien, le mal, c'est toujours le bien qui gagne contre le diable. Voilà. On va suivre ces 4 auteurs. Donc il y a une grosse mise en place parce qu'au début on a vraiment une réflexion sur qu'est-ce qu'être un auteur à succès, comment écrire, comment transmettre cette passion de l'écriture, comment retrouver l'inspiration, on les voit au jour le jour, écrire. Moi franchement ça ne m'a pas dérangé et j'ai beaucoup aimé cet aspect là, mais je vous le dis, on n'est pas de souci dans la maison hantée. Et c'est uniquement dans la deuxième partie du roman qu'on va être introduit dans la maison hantée. Et où l'interview va se dérouler. Mais il va pas se dérouler non plus des trucs de fou dans cette maison hantée. On va entendre des craquements, on va avoir une hallucination auditive, une hallucination visuelle. Il va rien se passer vraiment de très fou. En tout cas, ça fait pas peur du tout. Et par contre, c'est dans la 3e partie, lorsque cette interview, cette nuit dans la maison hantée est passée, qu'il va se passer des choses dans la vie des personnages. Et là, je ne vous en dis pas plus. Et c'est là où ça commence, où l'horreur en fait commence à s'emparer des personnages. En fait, l'auteur joue surtout sur nos peurs les plus intimes, les plus, j'ai envie de dire même les peurs primaires que l'on a, que tout être humain a, parce que c'est quelque chose qu'on a au fond de nos tripes, peur de l'inconnu, peur du noir, il va jouer surtout là-dessus, peur de ses propres obsessions, et il joue aussi sur le fait que finalement, on a plus peur de quelque chose qu'on imagine, qu'on ne voit pas, que d'une chose que l'on voit réellement. Je sais pas si vous avez bien compris, mais en gros c'est ça l'idée, c'est si vous voyez quelque chose en face de vous, vous aurez peut-être moins peur de cette chose que si vous imaginez tout ce qui pourrait se passer. Par exemple, vous entendez un bruit et vous voyez le truc en face de vous, vous aurez peut-être moins peur que si vous restez dans votre chambre et que vous continuez à entendre ces bruits. Et là, vous vous imaginez des tas de choses qui peuvent être pires que la chose réelle. Et en fait, il joue là-dessus, l'auteur, et j'ai trouvé que c'était bien amené, ça monte crescendo. Bon, la fin est visiter et revisiter et re-revisiter. En même temps, je pense que c'est quand même un clin d'œil à tous les films d'horreur américains. Donc je pense qu'il a voulu rendre hommage. Mais honnêtement, j'ai passé un très bon moment. J'ai pas eu peur, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant au niveau... Moi j'ai beaucoup aimé en fait suivre ces 4 auteurs, j'ai trouvé que c'était cool. Et ça m'a bien plu. Donc encore une fois, je vous le conseille, c'était vraiment intéressant. Une chouette lecture. On attaque le haut du panier. Alors, le haut du panier, je vais commencer par un roman contemporain qui est compliqué à résumer. Je vais quand même essayer. Donc j'ai lu 3 vœux de Liane Moriarty, c'est aux éditions Albin Michel. Il est sorti début février, il était sorti avant
aux éditions Françoisir. Et Séverine l'avait lu, d'ailleurs à sa sortie vous pouvez aller voir sa vidéo, elle en parle très bien. Alors on va suivre 3 sœurs, on est en Australie, à Sydney, on va suivre 3 sœurs, on va suivre Kat, Lynn et Gemma qui ont la particularité d'être des triplés. Et elles se retrouvent au restaurant, il y en a une qui est enceinte, je ne vous dis pas laquelle, et en gros elles vont se disputer. Et celle qui est enceinte va se retrouver avec une fourchette plantée, alors attention c'est pas gore du tout, légèrement plantée dans le ventre. Voilà, ça commence comme ça. D'où vient cette dispute? Pourquoi les 3 sœurs qui paraissent bien s'entendre se sont disputées en point d'en arriver là? C'est ce qu'on va découvrir puisqu'en fait les chapitres vont remonter à peu près 1 an avant cette dispute et on va comprendre, en fait on va pénétrer dans l'intimité de chacune de ces 3 sœurs qui sont complètement différentes, qui ont beau se ressembler puisque ce sont des triplés, qui ont beau avoir été élevées ensemble de la même façon, elles ont des caractères bien trempés, complètement différents. Donc vous avez Lynn qui est vraiment la femme d'affaires, tout est réglé, elle a un mari qui l'aime beaucoup, elle a une petite fille, tout est réglé dans sa vie, c'est vraiment la femme d'affaires, la businesswoman. Vous avez Gemma, elle c'est l'inverse, c'est la fille complètement bohème, qui a aucun plan sur la comète, qui fait du home-sitting, qui change de petit copain comme elle change de chemise. Et la dernière, vous avez Kat, et en fait tout démarre avec Kat, puisque au tout début du roman, je ne vous spoil pas, mais tout au début du roman, en fait, Kat a une conversation avec son mari, et son mari lui avoue qu'il l'a trompée. Un soir où il a rencontré une fille, il a couché avec cette fille, donc il l'a trompée. Et à partir de ça, cette dispute qui finalement ne concerne que le couple de Kat, ça va déteindre sur les sœurs, puis sur la famille entière, qui est une famille quand même un peu étrange. On pénètre vraiment dans l'intimité des 3 sœurs. C'est un peu, c'est vrai, GG Bookin, je suis d'accord avec toi, donc Géraldine sur Instagram, GG Bookin, elle m'a envoyé un message en me disant finalement c'est un peu un Desperate Housewives, un petit peu, il y a un peu cet aspect là, je suis assez d'accord. On décortique en fait le couple, que ce soit un couple, on décortique surtout les apparences, le couple qui veut, qui essaie de sauver les apparences, puis on voit que finalement ça va pas. Les couples qui essaient de se remettre ensemble alors que ça fonctionne, on sait très bien que ça va pas fonctionner. On explore aussi le thème de la sororité, surtout avec des triplés, qu'est-ce qu'être sœur quand on est triplé. Il y a plein d'aspects qui sont abordés dans ce bouquin qui sont super intéressants. Au début j'ai du mal, franchement, les 100 premières pages, je voyais pas trop où voulait en venir l'auteur parce que cette dispute. Puis après on passe sur Kat, puis finalement on pénètre dans l'intimité de ces femmes, dans leurs secrets les plus précieux, les plus intimes, et en fait j'ai pas pu le lâcher. Au bout de 100 pages, une centaine de pages, j'avais vraiment envie de savoir pourquoi il y a eu cette dispute inaugurale. Est-ce que finalement le couple, c'est con mais un peu comme dans une série, est-ce que le couple Kat, Dan, ils vont se rabibocher, se réconcilier? Est-ce qu'ils vont y arriver? Il y a des situations hyper malaisantes mais en même temps hyper cocasses où on est là, on se dit on n'aimerait pas être au milieu parce que c'est terrible. Je pense à une certaine scène, si vous l'avez lu, dans une cuisine où je me dis mais c'est pas possible quoi, j'aurais pas aimé être à leur place. Voilà. Et puis il y a même de l'émotion parce que on nous raconte aussi la fin d'un couple et la manière dont on nous raconte Liane Moriarty, c'était hyper touchant. Et j'ai eu un peu le cœur serré, c'est vrai. Donc je vous le conseille parce que moi c'était le premier livre de mon auteur, de cet auteur, pour n'importe quoi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bon. Et vous pouvez y aller. Encore une fois, c'est intimiste. On ne sait pas forcément où on met les pieds au début de ce bouquin, mais il n'y a pas une intrigue de fou, mais elle nous tient. Liane Moriarty, elle nous tient avec les petits secrets du quotidien, avec les joies et les peines du quotidien. Et ouais, c'était chouette. Je termine avec ma dernière lecture. Mais vous l'avez vu sur Instagram, qui a été un vrai coup de cœur, puisque j'ai lu Les Lueurs du lendemain de Jennifer Cody Epstein. C'est aux éditions Les Escales. Il est sorti tout début février, me semble-t-il. Vous savez très bien que j'aime beaucoup les romans historiques qui parlent de cette période, donc on n'est pas dans la Seconde Guerre mondiale, vous vous en doutez, vu l'image. On va suivre 2 copines. Donc on commence à Berlin en 1933. On va suivre, j'ai vraiment un problème avec les noms, Renate, je pense que ça se prononce comme ça, et Ilse, qui sont vraiment les meilleures amies du monde, elles font les 400 coups ensemble, vraiment. Et puis il y a on est en 33, il y a la montée en puissance d'Hitler au pouvoir, et on sent qu'il y a des choses dans la société qui se mettent en place, que les filles ne comprennent pas forcément.
le boycott par exemple des boutiques juives, ce genre de choses. Et puis il y a la session ensuite d'Hitler qui prend le pouvoir. En fait on voit la société qui change à travers le regard de ces jeunes filles. Donc on voit 33, de 33 on va passer à 35, bref, on suit quelques années comme ça jusqu'à la guerre. Et on va alterner avec des chapitres, j'ai envie de dire un peu plus récents, alors qui commencent quand même dans les années 70 pour finir dans les années 80, où on va suivre Ava, qui est la fille de Ilse, et qui un jour reçoit une boîte, et on lui dit, voilà, votre mère, Ilse, est morte. Alors, j'ai oublié de vous dire, Ava vit à New York, elle a coupé tous les ponts avec sa mère. On le sait au début, c'est dans le premier chapitre, donc je vous spoil pas. Et elle reçoit les cendres de sa mère, plus des lettres, qui vont remettre en cause plein de choses parce que Ava, juste après la Seconde Guerre mondiale, a été placée dans un orphelinat. Et sa mère, Ilse, est revenue la chercher après, bien après. Donc elle en veut bien sûr à sa mère, puisqu'elle a vécu ses premières années de sa vie dans un orphelinat, jusqu'à ses 6-7 ans je crois. Elle a été récupérée par sa mère, une mère qui n'a jamais voulu lever le secret sur la paternité, qui était son père. Donc il y a vraiment une relation très spéciale entre Ilse et Ava, faite de secrets, faite de non-dits. Donc du coup la gamine s'imagine plein de choses. Et en fait, d'un côté on va avoir la relation dans les années 30, Ilse et Renate, ces deux filles, meilleures amies qui vont être séparées par la force des choses, je ne vous dis pas pourquoi. Mais il y a vraiment des scènes sur l'injustice qu'ont pu vivre une certaine partie de la population qui sont tout simplement, on n'y croit pas en fait, on se dit c'est pas possible que ça ait pu se passer comme ça, qu'à côté les gens n'aient rien vu, n'aient rien fait, n'aient pas agi, qu'ils soient restés passifs en observant tout ce qui se passait, notamment pour les juifs. C'est terrible, mais c'est hyper bien fait, ouais, moi ça m'a vraiment beaucoup émue. Et puis on a les côtés, les chapitres plus contemporains où on explore en fait les secrets qui sont liés à Ava, qui sont aussi très intéressants, où comme d'habitude on en revient toujours à la même problématique, comment se construire quand on ne connaît pas ses origines, ou en tout cas quand il y a un gros secret qui pèse sur ses origines, des gros mensonges. Et on va explorer tout ça, c'était vraiment très bien, et franchement je vous le conseille parce que des romans sur la Seconde Guerre mondiale j'en ai lu pas mal, j'en ai lu beaucoup qui étaient moyens, certains qui étaient médiocres, mais celui-ci vraiment il est hyper bien écrit et en fait j'ai été tenue en haleine tout le long. Et le fait que ce soit alterné entre les années 30 et les années 70-80, je trouve que c'était vraiment très bien fait, avec cette mère Ilse qui est complètement dysfonctionnelle, ce secret qui pèse, qui n'est révélé qu'à la toute fin. On s'imagine aussi plein de choses, et puis tout ce qui se passe en fait, des années 33 jusqu'à la chute du Reich, tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait à la population allemande, tout ce qu'on fait aux juifs, avec cette montée, en fait c'est ça qui est très bien fait, c'est qu'on voit vraiment la montée progressive de la violence dans la société à l'égard d'un peuple. Et c'est vraiment très très bien rendu. Et je peux vous, si vous êtes intéressé par cette période, je vous assure que vous ne serez pas du tout déçus de cette lecture, c'était vraiment exceptionnel. Donc c'est vraiment gros coup de cœur pour moi. Voilà, juste pour vous dire deux mots de ma lecture en cours. Puisque j'ai bien avancé, j'en suis presque à la moitié, je suis dans le nouveau recueil de nouvelles de Stephen King, Si ça saigne. J'ai déjà lu deux nouvelles, la première qui s'intitule Le téléphone de Monsieur Harrigan, j'ai adoré, je vous en reparlerai. La vie de Chuck, je suis un petit peu moins convaincue, il me reste, en fait je vous ai dit que j'en avais lu deux, mais il me reste, moi même pas, il me reste 3 pages pour la deuxième nouvelle, j'attends de voir la chute. Je suis un peu moins convaincue par celle-ci et je vais arriver à la nouvelle éponyme, donc Si ça saigne, qui met en scène notamment Holly, qui est un personnage que j'adore, que l'on retrouve dans la trilogie de Monsieur Mercedes et dans l'Outsider. Je vous ai bassiné avec ça. Voilà, donc j'attends de lire cette nouvelle qui, je pense, va me ravir, puisque c'est un personnage que j'adore. Et encore une fois, avec le King, avec moi ça match à chaque coup, parce que j'ai l'impression de mettre mes charentaises quand je le lis. Je suis à la maison. Voilà, et ça se passe très bien. Voilà, bah écoutez, c'en est tout pour ce point lecture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, des commentaires, pour me dire si vous avez déjà lu des livres que je vous ai présentés, si je vous ai donné envie de les lire, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous n'avez pas envie de les lire. Il n'y a aucun souci, on est là pour partager notre amour de la lecture et pour en discuter. Quand est-ce que je reviens? Je reviens
peut-être pour un book haul, alors pas tout de suite mais dans quelques semaines parce que j'ai reçu finalement pas mal de choses, donc je me dis que ça pourrait être intéressant de vous montrer ça. Et vous savez mon amour immodéré pour les book hauls, j'adore regarder ça, donc ça me donne plein d'idées de lecture, donc j'aime bien aussi les tourner, donc je reviendrai je pense pour un book haul. Et puis bah moi j'ai envie de dire, je suis en vacances à la fin de la semaine, donc je vais en profiter pour lire à fond. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je poste très régulièrement mes lectures, mes avis, mes coups de cœur, mes réceptions. C'est là où j'échange le plus avec vous et j'en suis vraiment ravie. Je m'arrête là, ma vidéo est déjà bien trop longue. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là je vous souhaite de très belles lectures, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!